Bienvenue sur la TFM et bienvenue à la question directe qui reçoit aujourd'hui Mohamedou Mbodj. Mohamedou Mbodj est coordinateur du Forum civil. Merci M. Mbodj d'avoir accepté notre invitation. Depuis le 20 mars, après le référendum, la polémique continue au Sénégal. Chacun analyse le référendum selon son point de vue, selon ses intérêts, selon ses propres lunettes. Vous, au niveau du Forum civil, quelle lecture faites-vous du référendum? Si ça répondait à un besoin de transformation politique et institutionnelle qui était ressenti depuis 2008 avec les Assises nationales sous la forme d'une initiative citoyenne globale prise par différents acteurs. Parce que tout le monde avait constaté que le système politique tournait dans le vide, le système qui gouvernait le Sénégal, parce qu'il avait été conçu dans les années 60 pour perpétuer le système néocolonial. Dans les années 80, il y a eu un redéploiement, surtout avec la chute du mur de Berlin. Il y a eu ce qu'on appelait un nouveau redéploiement du capitalisme avec la globalisation, la mondialisation, les termes avec lesquels les gens sont le plus familiers. C'était un redéploiement du système capitaliste face à la chute du communisme et des pays dits socialistes. Ce redéploiement faisait perdre à l'Afrique traditionnelle, francophone surtout, son intérêt. Parce que la France va, pour l'Afrique, garder que deux pôles, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ils ont même avancé sous Jospin l'idée du démantèlement des bases militaires françaises en Afrique. Il y a eu la résistance des gouvernements africains, notamment Bongo au Gabon, qui ne voulaient pas l'entendre. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on peut situer le début de la fin du parcours historique du modèle de gouvernance qu'on a eu après l'indépendance. Et qui, dans cette période, est intervenue la première alternance politique vers les années 2000. Abdoulaye Wade est arrivé. Et le système a été réorienté vers un besoin d'enrichissement, de développement de l'élite politique locale, nationale, par des modes d'enrichissement liés à la corruption généralisée, un système de gestion néo-patrimoniale du pays, mais qui ne servait ni les populations, ni l'ancienne colonie, mais la nouvelle élite politique qui avait conquis le pouvoir. Donc, sous ce rapport-là, le système tournait à vide pour un petit groupe par rapport à la majorité. On a vu comment l'ancien président disait qu'il avait créé des milliardaires au Sénégal. Les assises sont intervenues en 2008 dans la période Wade, juste la première année après son deuxième mandat, où il disait qu'il allait donner le pouvoir à son fils, qu'il pouvait développer le Sénégal, parce que l'opposition avait boycotté le Parlement. Il s'était senti un énorme boulevard pour porter son projet. Donc, sous ce rapport-là, les assises, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, si dans d'autres pays africains, après le discours de la Baule de Mitterrand en 80, on a lancé les conférences nationales pour une introspection sur le modèle de gouvernance, au Sénégal, c'est plusieurs années, une décennie plus tard, que une initiative citoyenne, pour la première fois aussi, qui ne venait pas de l'État, vient se poser des questions que tous les Sénégalais se posaient. Sommes-nous toujours à égalité de chances et de possibilités dans un espace national géré de cette manière? Les assises ont répondu non. On a invité Abdoulaye Wade, il a refusé. Et pendant 2 ans, nous nous sommes engagés dans un processus de réflexion sur les assises nationales. J'ai eu la chance de coordonner la première phase de pré-assises avant d'aller chercher les Amadou Mahtar Mbow pour venir dire. C'était un groupe de 11 personnes, avec des gens du secteur privé, Ansourou, Kama, même Baidiagne, un moment, les centrales syndicales, Modi Guiro et les autres. Donc c'était pour repenser notre vivre ensemble, pour que le modèle de gouvernance puisse servir tout le monde dans l'espace national, donner les mêmes chances et de façon égale à tous les Sénégalais, pour que chacun, selon son talent, puisse s'épanouir dans l'espace national. C'est cette partie de l'histoire que Macky Sall, pendant qu'il est sorti du système néo-patrimonial d'Abdoulaye Wade, que Wade l'a sorti violemment, est venu nous voir pour signer la charte des assises. Donc c'est un accord pour la transformation politique et institutionnelle, la superstructure, pour parler comme les marxistes. Lui, quand il est arrivé en 2014, il s'est intéressé à l'infrastructure économique, le plan Sénégal émergent. Mais le plan Sénégal émergent, même s'il
tient ses promesses, s'il arrive à tenir ses promesses, aurait une énorme difficulté si on maintient l'ancienne superstructure. C'est l'État, les institutions qui avaient géré le Sénégal jusqu'ici, parce que c'est un mode de gestion corrompu, avec des modes de prélèvement et d'enrichissement de l'élite centrés sur l'enrichissement de l'élite. Donc si on génère de la richesse avec le PSE et qu'on ne garantit pas qu'il y aura une redistribution juste et équitable entre les Sénégalais selon leur niveau de contribution et leur talent, vous voyez qu'on ne sort pas la spirale des inégalités dans l'espace national, du processus d'appauvrissement de la majorité des Sénégalais. Donc le résultat serait mitigé, même si toute la volonté est mise pour mobiliser de l'argent, penser le PSE, pousser vers... Donc c'est la première difficulté. Et je peux vous donner comme exemple, dans l'objectif d'autosuffisance en riz dans la vallée, les tracteurs, vous avez vu les difficultés pour les ramener tous. On a vu un préfet dans un département du Sud se lancer vers une sécurisation de ces investissements. Parce qu'il y en avait qui pouvaient traverser la frontière vers d'autres pays. On l'a connu avec le gaz avant. Parce qu'on est dans une gouvernance d'intermédiaires. Il y a des gens qui ne sont pas dans le circuit productif, mais qui vivent d'intermédiation dans l'économie et qui s'enrichissent plus vite que les agents économiques réels. Donc la question des réformes sur les institutions emporte tout cela. Dernier élément, c'est la transition politique. Nous sommes en transition politique depuis Abdou Diouf. Quand Senghor a senti qu'il fallait partir, il a préparé son ancien jeune Premier ministre pour le mettre comme son successeur. Il a réussi ce dauphinat. Abdou Diouf a été président sans avoir été élu ni référendum, ni rien. Personne n'en parle pour se scandaliser de cette procédure qui défiait toute légitimité politique aux institutions, à celui qui les anime. En bref, la transition politique, c'est le colon avait mis un système avec des objectifs de perpétuer son ancien système colonial direct en mettant une sorte de paravent animé par des nationaux, mais qui travaillaient pour la colonie, pour l'économie de la colonie. Mais beaucoup estiment que le président a proposé 15 points de sa réforme qui ont été avalisés par le référendum, mais certains estiment qu'il n'est pas allé très loin dans la réforme. Juste sur la transition, donc le Sénégal du modèle colonial ne peut plus être gouverné aujourd'hui avec les nouveaux objectifs de l'émergence. Les Sénégalais, il y a une forte citoyenneté, consciente de ses responsabilités, qui en est à sa deuxième alternance. Les Sénégalais, pris dans leur ensemble, n'acceptent plus d'être gouvernés comme avant. Donc là, les réformes institutionnelles étaient le moyen de reconstituer le socle des consensus fondateurs du vivre ensemble sénégalais et de la République. Pour que chaque Sénégalais, de Kanel à Amadi Ounaré, en passant par Pata, Mbour, se retrouve dans un projet collectif où on travaille ensemble pour transformer l'économie, le social, pour que tout le monde le ressente. Il fallait un corps de réforme de façon exhaustive, relativement important. La révision constitutionnelle touchait une vingtaine de mesures. Donc, il y avait de très bonnes choses, il y a encore de très bonnes choses. On se félicite que les candidatures indépendantes passent de l'ordre de la théorie à une possibilité pratique d'être vécue par des citoyens qui veulent contribuer au développement national. Vous vous rappelez que nous sommes battus depuis les années 90 pour cette question. La limitation des mandats, le renforcement des pouvoirs du Conseil constitutionnel. Il y a un certain nombre de choses, même sur un certain nombre de mesures qu'on a mis dans la Constitution relativement à la lutte contre la corruption et la concussion. On a constitutionnalisé ces principes. Alors que c'est la gangrène de l'économie nationale, de la gouvernance politique nationale. Mais est-ce que la manière avec laquelle la réforme s'est déroulée, ce clivage qu'on a senti, les ouïstes et les non-ouïstes, comme on dit de façon triviale, et cette sorte de césure qu'il y a eu, ne remet pas en cause le consensus qui était attendu? On a instrumentalisé une question qu'on a superposée à cet enjeu sur la refondation politique et institutionnelle du Sénégal. C'est la question de la réduction du mandat. Et nous, si vous nous avez suivis, nous avons toujours défendu l'idée, même dans l'avènement de ces deux questions dans l'espace public, ils ne sont pas apparus, ils n'ont pas surgi dans l'espace public en même temps. Je vous ai fait une brève historique sur l'antériorité de la demande sur les réformes institutionnelles et de recréation d'une superstructure politique qui gouverne le Sénégal.
par rapport à l'engagement qui date de 2008 et peut-être même avant 2008. Les assises, c'est 2008. Les assises nationales. Macky Sall, sa promesse de réduire son mandat date de 2012. Donc vous voyez, c'est antériorité dans le temps. Le fait qu'on a réussi à l'opposer, à opposer ces deux éléments, jusqu'à mettre dans l'ordre et l'agencement des priorités la question de la réduction du mandat devant, a brouillé les pistes dans la lecture de cet élément. Et nous nous sommes agrippés, nous, à notre lecture, pour dire que la question de la réduction du mandat ne fait pas partie des réformes institutionnelles. C'est cette deuxième lecture que les acteurs politiques, mais ce n'est pas les citoyens pris dans leur ensemble. Parce que la réduction du mandat a un avantage, ça recentre le calendrier électoral. On va aller vers de nouvelles élections beaucoup plus rapidement qu'on pouvait le penser, au lieu de 7 ans, 5 ans. Il y a un enjeu énorme pour les compétiteurs en face de Macky Sall. Donc la presse a suivi ce débat, on a poussé dans cette direction, ce brouillage s'est installé, y compris dans la position des nonistes et des autres. Donc aujourd'hui, pour changer la transition, sortir de la transition, recréer cette superstructure, il faut approfondir le processus de réforme. Il faut assurer une progressivité à la démarche de transformation politique et institutionnelle. Ne pas se limiter à la révision constitutionnelle, parce que ça concerne beaucoup plus la classe politique. Les réformes qui touchent le citoyen, c'est quand le citoyen va dans l'administration publique. L'administration publique, dans le contexte de nos pays, concentre toutes les ressources nationales, le budget, la gestion des ressources nationales. Le service public qui doit être retourné vers le citoyen, c'est l'administration qui doit le réaliser. Vous avez besoin d'un service, même l'administration décentralisée, même l'état civil. Donc ce qui va toucher dans les réformes le citoyen, c'est la réforme de l'administration publique. La justice, vous avez un problème devant le juge, vous allez voir le juge demain matin. Demandez au Sénégal le parcours du combattant pour assurer la question sur la justice. Mais pour aller en profondeur dans ces réformes, il faudrait qu'il y ait un consensus sur l'essentiel, qu'il y ait un dialogue. Pas avec les mêmes acteurs. On entend de plus en plus certains partis d'opposition et même certaines figures de la société civile appeler au dialogue. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de mettre en place un dialogue? Et comment? Moi, je fais partie de ceux qui s'en tiennent à l'esprit de la démocratie. Le principe simple fondateur du système démocratique, c'est qui gagne, gouverne. Qui gagne, gouverne. Je ne crois pas à ce masque-là, on compétit, on se retrouve. Ça n'a jamais rien donné. On a vu le gouvernement de majorité élargi d'Abdou Diouf, qui enchançait beaucoup plus de conflits qu'il n'a été productif sur les problèmes des Sénégalais. Donc, pour moi, d'ici les législatives, c'est 1 an, 3 mois, 15 mois. 15 mois. Le seul dialogue possible et réaliste, c'est sur les règles du jeu. C'est-à-dire comment on va aller aux élections législatives, comment discuter des règles du jeu. Il y a de nouvelles règles avec les candidatures indépendantes. Quelle est la loi qui va organiser les candidatures indépendantes? Qu'on confond souvent, cette demande est adressée aux citoyens, pas à la société civile. Je crois que ça ne doit pas être l'opportunité pour la société civile de se transformer ou de se transformer pour aller vers le pouvoir. La société doit rester indépendante de l'État, pour être dans son rôle de régulateur. Donc comment trouver des normes, une loi consensuelle pour régler la question des candidatures indépendantes? Les politiques en général, globalement, s'opposent à cette idée, même s'ils ne l'assument pas publiquement. Il y a la question du financement des partis politiques, sur la modernisation des partis politiques. Il faut une loi consensuelle. Donc dans la production des règles du jeu, il y a un dialogue fécond, large, qu'il faut commencer à organiser. Mais justement, pour que les gens puissent parler de ce dialogue large et fécond, il faudrait bien qu'on s'assied autour d'une table pour parler, discuter des modalités. Mais pas seulement les politiques. Je parle des citoyens, de la société civile, des religieux, des partis politiques aussi, de l'opposition, du pouvoir. Et je crois que c'est des plateformes techniques. On ne va pas reprendre le référendum. Les positions ont gagné. On va peaufiner les règles. Comment le financement va s'opérer. On est là dans les modalités. On n'est plus dans le principe. Le principe constitutionnel, il est consacré. Donc aujourd'hui, c'est dans les modalités. On va aller voir des expériences qui se passent dans les pays limitrophes, au Bénin, au Ghana, pour nous inspirer et penser le modèle sénégalais. Donc c'est un débat pratique. Ça ne va pas être l'éternel chape. On ne va pas se chamailler tout le temps. Opposition, pouvoir, c'est contre-productif. Mais l'opposition pose ce qu'elle appelle des questions préjudicielles, parce qu'ils disent qu'il y a eu beaucoup d'achats de conscience dans ce référendum, il y a eu des chantages qui ont été faits sur certaines populations par rapport aux bourses familiales, pour qu'elles votent pour le oui, qu'aujourd'hui la Sénat ne remplit pas le travail qu'elle demande. Il y a le grand parti qui demande la mise en place de la CENI.
c'est dans les réflexions sur la CNRI. Donc je pense qu'ils auraient dû soutenir les propositions de la CNRI et des assises nationales. Mais dans la mise en œuvre de certaines de ces mesures, le constat est fait qu'il y a des institutions dans le pays qu'ils auraient pu interpeller, comme l'OFNAC. L'OFNAC pour demander et prendre des exemples avec des huissiers, venir servir voir des cas de corruption, documenter et saisir le juge, saisir l'OFNAC, au besoin de saisir le juge. Est-ce que cela a été fait? On conteste les résultats. Après les résultats, est-ce qu'il y a eu un recours devant les juridictions compétentes? Il n'y a pas de recours. Vous comprenez comment on peut entretenir un contentieux sans passer par ces institutions de la République qui sont habilitées à en connaître et à trancher ces litiges. Il est difficile de continuer de soutenir un contentieux informel sur ces questions. Il faut les documenter et s'adresser à qui de droit. Je crois que c'est le droit de l'opposition, c'est le droit des leaders politiques. Mais on ne peut pas être dans un cycle fermé de débat éternel sur les mêmes questions. Il faut les trancher. À un moment donné, moi, je n'ai jamais compris. L'OFNAC aurait dû même s'autosaisir aussi. C'est une question de fond. Comme l'a dit l'opposition, d'ailleurs, qu'il a rappelé le PDS dans son comité directeur. C'est légitime de poser cette question. Parce que nous avons des institutions de la République pour le faire. Mais quand vous n'êtes pas plein auprès de la Sénat, vous n'avez pas sorti un cas où la Sénat a connu un manquement, et vous dites à la Sénat, vous avez commis cela. Mais c'est des constructions générales comme ça. Je dis, ça pose un problème. Est-ce qu'on peut reprendre des accusations comme ça? Mais ça n'empêche pas, il y a beaucoup de critiques par rapport à la société civile. Certains estiment que certains membres de la société civile n'ont pas été dans le rôle d'être des régulateurs, des arbitres. Ils sont engagés au fond pour un camp ou pour un autre. Certains même estiment que la presse sénégalaise elle-même, de façon globale, n'a pas joué le jeu. Et l'État dans tout ça. L'État qui a appelé au référendum, qui l'a organisé. On l'a fait dans un laps de temps qui n'a pas permis d'apaiser les esprits, de rassurer les gens qui étaient porteurs de questionnements, l'opposition. Si on a parlé de problèmes éthiques dans le non-respect de la réduction du mandat, on a trouvé aussi une stratégie de manipulation sur le contenu de la révision constitutionnelle, sur les questions liées à l'homosexualité, que personne n'a vu dans le texte non plus. Des deux côtés, on a à dire, la société civile, oui, elle a outrepassé sa réserve habituelle, qui faisait qu'elle a pu assurer un certain nombre de choses. Ce n'est pas toute la société civile, c'est une partie. Cette question est un débat au sein de la société civile. Mais au-delà de cette question, souvent on prend pour la société civile que les microcosmes ou les structures établies à Dakar. On ne voit pas que le concept de société civile englobe une réalité plus complexe, plus diversifiée, qu'on retrouve à Canel. Vous nous voyez nous-mêmes à Canel faire un travail sur les miniers dans les phosphates, où les populations voient leur intérêt menacé par des opérateurs qui interviennent. Il y a une coalition que nous mettons. Là, ça ne se réduit pas à son intervention dans le champ politique. Malheureusement, ceux qui en parlent n'ont capturé que cette part de responsabilité dans le champ politique. C'est une responsabilité diversifiée, densifiée, très riche, à toutes les échelles de gouvernance, et qui met l'acteur, le citoyen, l'acteur principal du système de gouvernance de la République, au cœur des affaires publiques. Donc, de ce point de vue-là, on peut nuancer. La presse, bon, les gens sont restés sur un modèle intériorisé. Comme pour la société civile. Quand on vous dit, il y en a marre, il faut... Bon, l'idée capturée, c'est que la société civile doit être une sorte de contre-pouvoir. C'est juste une dimension de la société civile. Elle doit aussi être une force de proposition. Elle doit être assez de technicité pour pouvoir l'assumer. Donc, des fois, on veut juger que sur une des fonctions de la société civile. Donc, il n'y a pas, alors qu'il y a un indice scientifique qui est appliqué à la société civile au Sénégal, qui est un indice universel pour dire quelle est la qualité. Il y a eu un rapport qui est sorti récemment qui montre ses forces de façon à 80%, c'est un mouvement très fort, analysé avec cet indice qui est international et qui a ses faiblesses au niveau de la gouvernance interne. Et qui en est conscient, qui commence à le prendre en charge. Il ne faut pas que ça noie le reste. La presse, jusqu'ici, a joué un rôle majeur dans l'histoire du pays. La presse indépendante. Mais il y a des menaces. De plus en plus, les patrons de presse sont des hommes d'affaires ou sont dans la politique. Et c'est gênant. Parce que la Côte d'Ivoire a commencé à sauter par cette bipolarisation où la presse s'est distribuée entre opposition et pouvoir. Je pense que l'opposition, comme le pouvoir, devrait revenir à un consensus fondateur sur la démocratie au Sénégal. La presse doit rester libre, la presse privée surtout indépendante.
les médias d'État, ils doivent se réconcilier avec leur fonction de service public et du respect de l'égalité des citoyens devant le média public. Quand la RTS refuse de couvrir, il dit qu'on ne m'a rien signalé. Pourquoi la RTS, en professionnel, n'est pas allée vers les candidats? Vous pouvez dire, je n'ai pas été saisi de couvrir un événement. Mais en tant que professionnel, vous pouvez appeler les leaders, les interviewer, les inviter dans des émissions. Les journalistes prennent des initiatives à ce niveau-là. Donc, dans ce débat, les marabouts qui ont voulu tenir un rôle important, l'argent a circulé, la corruption, elle est là depuis longtemps. Nous la dénonçons fortement. Nous la dénonçons fortement. Mais quand le groupe le plus nanti essaye de corrompre pour un vote en sa faveur, ou de séduire entre guillemets, l'autre groupe dit prenez l'argent. Donc c'est un appel à la corruption. Prenez l'argent mais votez ailleurs. C'est toujours la corruption. Maintenant on agit pour le rendre inefficace dans le vote. Mais on encourage la corruption d'une certaine manière. Ça aussi, ça fera débat. C'est au-delà du dialogue sur les règles du jeu. Je pense qu'il faut que cette expérience soit saisie, qu'on fasse appel aux chercheurs. L'abstention, il y a combien? La majorité des Sénégalais ne sont pas sortis voter. Ils se sentent moins motivés. C'est un nouveau défi sur le renforcement de notre système démocratique. Et certains proposent que le vote soit rendu obligatoire, comme Abdoulaye Matar Diop. Moi, je pense que je suis partant pour une... En démocratie, c'est le champ des libertés. C'est ça le système démocratique. C'est l'espace des libertés, d'association, de réunion, de marche, de vote, de ne pas voter non plus. Donc il ne peut pas y avoir une démarche coercitive. Si les Sénégalais pensent qu'il n'y a pas une élite politique assez attractive pour les tirer dans le jeu politique, l'élite politique doit se poser des questions pour revoir sa texture, sa démarche et la manière de porter son offre, au lieu de forcer encore les citoyens. Si vous le faites demain, ils peuvent sortir et mettre le bulletin nul. Ils peuvent sortir et sanctionner l'État qui aura pris cette loi pour montrer qu'ils n'étaient pas d'accord. Ça n'a aucun sens. Pour moi, c'est louable de chercher des solutions par rapport à la désaffection de l'espace politique et électoral par les citoyens, que des gens comme Abdoulaye Matar, qui ont l'expérience de l'administration, soient habités par ce désir de trouver des solutions. Mais je crois qu'on doit rester dans le principe de liberté qui fonde le système politique démocratique. Mais aujourd'hui, et que la classe politique doit apprendre à reséduire l'électorat, à se réconcilier avec l'éthique, le respect des promesses et de l'engagement. Des questions comme si les valeurs, chaque fois qu'on parle de constitution, on ne parle que de droit. Mais nos sociétés traditionnelles étaient fondées sur des valeurs, il n'y avait pas de règles écrites. C'est la parole donnée qui était plus sacrée que la règle écrite. Mais pourquoi on ne va pas réinventer un corpus de valeurs que nous partageons tous dans le champ public et dans la République? Aujourd'hui, on sent une crispation même sur le champ social avec les syndicats qui sont en grève. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on dépasse cette période, que le Sénégal se retrouve autour d'un consensus pour faire avancer les choses en profondeur? Pourtant, le gouvernement a fait voter le pacte sur la stabilité sociale. Les syndicats l'ont signé. Mais le problème aujourd'hui... Ça n'empêche pas que les syndicats dénoncent que le gouvernement signe des accords qu'il ne respecte pas. C'est ça que je vais en venir d'abord. C'est quoi la réalité des syndicats dans le pays aujourd'hui? Quand on a fait la dernière élection de représentativité syndicale, vous vous rappelez, sur à peu près un peu moins de 400 000 emplois formels reconnus dans le pays, il y a 40 000 travailleurs qui ont participé à cette élection de représentativité. C'est représentatif du pays. C'est-à-dire que les syndicats sont affaiblis, il y a 10% de travailleurs réels qui sont dans les syndicats. Quel est le niveau de représentativité? Donc il y a une crise de la représentativité, mais y compris syndicale. Comme on le connaît pour les partis, 60 et quelques % pour les référendums, ce que je dirais, bon, il faut éviter le jeu politicien sur une réalité qui déstructure le système démocratique. Elle n'est pas liée au référendum, elle est antérieure au référendum. Elle est confirmée par le référendum. Même l'élection de Macky Sall, cette abstention était là. L'élection présidentielle, il y a eu 45% quand Macky Sall a été élu, qui n'ont pas pris part au vote. L'élection parlementaire, 3 mois, les élections législatives, 3 mois après, il y avait 62,5% d'abstention. C'est le même taux aujourd'hui. Et les locales, en 2014, c'était 51%. Donc il y a au cœur de la consolidation de notre système un risque énorme. Les citoyens se retirent du jeu politique et électoral. Perte d'intérêt, disqualification de l'acteur politique. Peut-être les candidatures indépendantes vont apporter une nouvelle réponse, une nouvelle
fraîcheur à la vie politique et démocratique. De nouveaux leaders vont apparaître, des jeunes femmes, des universitaires, qui ne vont plus passer par le chemin des partis pour venir travailler dans ces perspectives-là. Maintenant, ça doit être accompagné par ce que j'ai dit, il faut continuer la dynamique des réformes. Après la révision constitutionnelle, il faut s'attaquer à l'administration. Je crois que c'est dans le pipeline du gouvernement. La justice, le ministre de la Justice a parlé des assises sur la justice. Les Sénégalais ne sont pas contents du système judiciaire. Quand vous avez un contentieux avec quelqu'un, vous préférez trouver un arrangement que d'aller devant le juge. On parle de corruption du système. Les magistrats eux-mêmes parlent d'instrumentalisation politique du système, d'instrumentalisation religieuse du système. Il faut que les Sénégalais revoient leur vivre ensemble. Le Parlement, qui sont les Sénégalais qui soutiennent le Parlement? Ils vous disent à quoi sert le Parlement, les députés. Et on a des stéréotypes négatifs sur le parlementaire. Alors que depuis quelques années, des efforts ont été fournis. On a besoin de, nous parlons de décentralisation du Parlement. Autour, il faut articuler les réformes constitutionnelles avec l'acte 3. Et au niveau des pôles, au lieu d'aller vers une démarche associative, mettre des nouveaux parlements locaux dans les 7 pôles économiques que Macky Sall a définis. Les assises ont parlé de 6 pôles et lui, il parle de 7 pôles économiques. Si cette dynamique transformationnelle est poursuivie, elle va toucher le citoyen. Il y aura du ressenti. La victoire n'est pas contestable au regard du taux d'abstention. Mais ça nous informe que le système est en train de s'affaiblir. Si on veut continuer notre rôle de leadership sur la démocratie en Afrique, il nous faut répondre à ce défi de la désaffection du citoyen dans l'espace démocratique. Et ça, ce n'est pas des incantations. Ce n'est pas en accusant un camp contre un autre qu'on va y arriver. Il faut faire appel au savoir des universitaires. Il faut de la recherche. Il faut qu'on évite la spéculation analytique sur ces questions en disant ça doit être ça, il faut additionner. Non, il ne faut pas jouer avec ça. Si on veut un pays majeur qui continue d'assurer son leadership au niveau du continent, il faut faire appel au savoir des universitaires qui nous disent pourquoi les Sénégalais ne votent pas. Il faut des enquêtes, il faut des études, il faut des questionnaires, il faut écouter les citoyens, il faut des focus group, il faut se rencontrer, il faut parler. Il faut qu'on soit plus modeste. Devant une difficulté, on apprend de la difficulté. Mais les Sénégalais savent tout. Et c'est effrayant de voir ça. Quand on est comme ça, on n'avance plus. Absolument. Merci beaucoup Mohamedou Mbodj, coordinateur du Forum civil, d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM à Question Directe. Nous analysions avec vous le dialogue politique qui est lancé, le référendum, ce qui est sorti et comment l'analyse de façon scientifique et qu'est-ce qu'il faut faire surtout pour que les Sénégalais aient confiance au système politique qui est mis en place parce que le constat de le référendum, c'est que les Sénégalais s'éloignent de plus en plus des politiques, surtout des politiciens. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.